Le FBI vient de découvrir une valise secrète cachée dans le sous-sol de la maison de la mère de Diddy. À l'intérieur se trouvent des cassettes et des cartes mémoire qui pourraient faire trembler Hollywood. Le 21 juin, à 5h17 précise, le quartier calme de Mount Vernon, dans l'État de New York, a été réveillé par un convoi banalisé du FBI. Ils n'ont pas eu besoin de frapper, ils avaient un mandat de perquisition d'urgence et savaient précisément ce qu'ils cherchaient sous les planches du sous-sol de la maison ayant appartenu à Janice Combs, la mère de Diddy. 2 heures plus tard, l'air était devenu lourd, empreint d'une puanteur indéniable. Une unité de police scientifique a été appelée sur place. Des caméras 3D, un radar à pénétration de sol et, finalement, des panneaux de bois ont été arrachés. Dans la terre froide, entre le béton et de vieilles taches de sang méconnaissables, plusieurs cadavres ont été découverts, étroitement enveloppés dans du plastique partiellement décomposé, empilés les uns sur les autres. Une source indépendante a confirmé qu'au moins 3 corps avaient été retrouvés, dont celui d'un mineur. Lorsque la première photo a fuité en ligne, granuleuse mais suffisamment claire pour révéler ce à quoi l'Amérique n'était pas préparée, une seule question a résonné sur les forums du monde entier, serait-ce le dernier secret que Diddy avait enfoui sous les pieds de sa propre mère? Première partie, le raid de l'aube. Le FBI frappe à la porte de l'enfer. Aux premières heures du 21 juin, alors que la plupart des habitants de Mount Vernon dormaient encore, un convoi banalisé a investi le quartier où se trouvait la maison de Janice Combs, mère biologique du célèbre artiste hip-hop Sean Diddy Combs. Pas de sirène, pas de gyrophare, seulement un silence étouffant, rompu par le coup sec d'un agent du FBI à la porte. Il s'agissait d'un raid méticuleusement planifié, basé sur des informations privilégiées. Cette fois, il ne repartirait pas les mains vides. Au siège du FBI à New York, une réunion d'urgence a été organisée immédiatement après, réunissant des représentants du ministère de la Justice, du groupe de travail fédéral sur les crimes financiers et des experts en psychologie criminelle. Les photos de la scène ont révélé que les sacs mortuaires étaient disposés de manière délibérée, non pas chaotique comme dans une élimination hâtive, mais avec une précision presque rituelle. À côté des corps, le FBI a récupéré un carnet en cuir à moitié brûlé, contenant des inscriptions éparses et des dessins de symboles circulaires symétriques, étrangement similaires à ceux associés à des sectes clandestines. Un spécialiste des crimes rituels à Quantico, après une analyse préliminaire, a qualifié cette découverte de potentiellement décisive pour l'affaire Diddy. Selon lui, si un lien peut être établi entre ces victimes et les prétendues soirées privées de l'industrie du divertissement, l'affaire ne serait plus seulement personnelle, elle révélerait un réseau plus vaste de crimes organisés. Le même jour, Twitter s'est enflammé avec les hashtags #BasementBody et #DiddyCoverup. De vieilles interviews de Diddy, où il déclarait « Tout ce que j'ai vient de sacrifices dont personne n'ose parler », ont été exhumés et disséqués. Les fans étaient divisés, certains exigeaient justice pour les victimes, tandis que d'autres soutenaient que Diddy était politiquement ciblé ou saboté par des ennemis au sein de l'industrie musicale. Un ancien employé de l'agence immobilière gérant le domaine familial Combs a révélé que le sous-sol avait été rénové et renforcé en 2014, coïncidant avec la disparition d'une jeune danseuse nommée Kiara B, à New York, supposément liée à l'équipe événementielle de Diddy. L'affaire de sa disparition avait été classée faute de preuves. Mais la découverte d'un corps correspondant à sa taille et à sa structure osseuse oblige désormais le FBI à rouvrir l'enquête, cette fois sous l'angle d'un homicide prémédité. Le FBI demande actuellement des échantillons d'ADN à la famille de Kiara B, pour comparaison. Dans un développement sans précédent, les principaux médias comme CNN, ABC et Fox News ont cessé de diffuser des mises à jour en direct de la scène, se contentant de segments d'actualité préapprouvés. Cela n'a fait qu'accroître la suspicion du public en ligne. Une force opère-t-elle en coulisses pour contrôler la portée et la direction de l'affaire? Ce qui a commencé comme un raid financier ciblant les actifs d'un artiste de renom s'est transformé en un enchevêtrement chaotique de crimes rituels, d'allégations de meurtres organisés et de secrets enfouis sous les pieds de la famille de Diddy. À chaque fouille, les enquêteurs s'enfoncent davantage dans un cauchemar que l'Amérique n'est pas encore prête à nommer. Mais la machine est en marche. Si les premiers indices s'avèrent exacts, cela pourrait devenir l'affaire criminelle la plus explosive de l'histoire moderne du divertissement américain. Le même après-midi, une source anonyme au sein du bureau du procureur du district de Manhattan a confirmé que des mandats de perquisition supplémentaires étaient en préparation pour au moins 2 autres propriétés liées à la famille Combs, dont un Pantouz ayant accueilli des fêtes privées à la fin des années 2000. Ces maisons, autrefois symboles de richesse et de pouvoir, sont désormais des maillons d'une sombre chaîne d'événements que le public a surnommée Diddygate. Le scandale est devenu si intense que plusieurs militants des droits humains ont appelé à la création d'une commission d'enquête indépendante au Congrès,
invoquant une possible collusion entre les forces de l'ordre et les cercles d'élite pour dissimuler de graves violations des droits humains. Le hashtag Justice for the Forgotten est devenu tendance grâce à des journalistes indépendants et des lanceurs d'alerte qui ont déjà dénoncé les abus au sein de l'industrie du divertissement. Janice Comolm, longtemps considérée comme non impliquée dans l'enquête, est désormais vue comme un témoin clé. Une ancienne femme de ménage ayant travaillé chez elle de 2015 à 2017 a contacté un avocat, affirmant avoir vu un groupe d'hommes étranges entrer et sortir du sous-sol au milieu de la nuit, avec du matériel de surveillance caché derrière les murs. Sa déclaration est actuellement en cours de vérification. Mais si elle était confirmée, elle briserait le récit selon lequel Janice ne savait rien des secrets enfouis sous sa propre maison. Le public est sous le choc. Les réseaux sociaux sont en ébullition. Et surtout, une question inquiétante se pose. Si c'est ce qui a été trouvé dans la seule maison de la mère de Didi, que pourrait-on encore découvrir ailleurs? Des lieux que personne n'ose toucher, protégés par la renommée et l'influence. Un sous-sol, 3 cadavres, des symboles étranges, et un empire musical au bord de l'effondrement. Selon un agent principal, le prochain chapitre de l'enquête sera plus sombre que tout ce que l'Amérique a jamais imaginé. La chasse au nom que le temps a essayé d'oublier. Alors que la nouvelle des 3 corps découverts sous le sol de Janice Comolm se répandait comme une traînée de poudre, la plus grande question n'était pas seulement de savoir qui était mort, mais plutôt pourquoi personne n'avait jamais connu l'identité des victimes. D'après les rapports d'autopsie préliminaires, ils avaient tous participé à des événements liés au réseau de divertissement de Didi, en particulier aux supposées fêtes privées organisées entre 2008 et 2013, à l'apogée de son influence dans l'industrie musicale américaine. L'une des 3 victimes serait Samantha Lee, un mannequin indépendant apparu dans un clip vidéo de Bad Boy Records en 2010. Son dossier de disparition a été classé après seulement 4 mois pour « preuve criminelle insuffisante », une expression vague déjà utilisée dans des dizaines d'affaires similaires liées au divertissement. Samantha a été vue pour la dernière fois lors d'un événement privé dans les Hamptons, en compagnie de stylistes et d'assistants de l'équipe de production de Didi. Sa famille s'exprime depuis 14 ans, mais la presse est restée silencieuse et la police locale n'a constaté aucun signe d'acte criminel. Cette affaire est désormais rouverte par le FBI dans le cadre d'une enquête criminelle fédérale. Les 2 autres corps n'ont pas encore été formellement identifiés, mais l'un d'eux serait celui d'un homme dont la mâchoire avait été fracturée, une description correspondant à un rapport médical non publié d'un hôpital du Bronx. Cet hôpital aurait traité un danseur de rue agressé après avoir tenté de quitter un groupe de fêtes secret. Le dossier médical a disparu. À l'époque, la police avait conclu à un conflit personnel, mais le FBI voit les choses autrement. Un enquêteur principal de l'unité de profilage des affaires fédérales a commenté. Nous ne recherchons plus des victimes isolées. Nous suivons un schéma. Des jeunes individus vulnérables, ayant des liens informels avec l'industrie du divertissement, ont disparu sans laisser de traces. De nouveaux témoins commencent aussi à se manifester. Un ancien assistant de scène, ayant travaillé lors d'une soirée privée en 2011 dans un studio de Los Angeles, a contacté une équipe juridique représentant les victimes. Dans une déclaration enregistrée, il décrit un espace de stockage au sous-sol équipé de caméras infrarouges et de serrures magnétiques, un endroit interdit d'accès sans une carte personnelle délivrée par Didi ou un cadre supérieur. Cette description correspond à la configuration du sous-sol de la maison de Janice Comolm, ce qui pousse beaucoup à soupçonner qu'il ne s'agissait pas simplement d'une cachette, mais du centre névralgique d'un réseau étroitement dissimulé, actif depuis des années. Sur les réseaux sociaux, une vieille photo de 2010 est soudainement devenue virale. L'image montre une fête faiblement éclairée, avec des participants masqués. De nombreux utilisateurs affirment y avoir identifié Didi, un jeune Justin Bieber, et même une silhouette floue ressemblant à Oprah en arrière-plan. Bien que la photo reste non vérifiée, elle a accru la suspicion du public. Combien de célébrités étaient au courant? Combien ont choisi de se taire? C'est ce silence même qui a poussé le FBI à élargir son enquête. Selon un rapport interne ayant fuité, au cours des 15 dernières années, plus de 27 cas de disparition ou de décès suspects ont été indirectement liés à des événements de divertissement financés ou produits par le réseau de Didi. Parmi ceux-ci, seuls 3 ont donné lieu à des poursuites pénales, toutes classées sans suite faute de preuves. Des groupes de défense des droits humains ont créé une base de données en ligne, appelée Projet Echo, dédiée au recueil des cas de disparition soupçonnés d'être liés au monde du spectacle. Ils se sont engagés à coopérer avec les enquêteurs et à divulguer toutes les informations disponibles. Sur la page d'accueil du site, la photo de Samantha y apparaît en premier, à côté de 2 visages non identifiés. Les brèves légendes sous chaque image constituent un avertissement glaçant.
Si vous avez déjà été en contact avec une personne liée à ce réseau, parlez en avant qu'il ne soit trop tard. Alors que la pression publique s'intensifie, des célébrités autrefois proches de Didi sont également prises dans la tourmente. De vieilles vidéos, des voyages à l'étranger inexpliqués et des photos jusque-là ignorées sont désormais publiées, réexaminées comme preuve potentielle. Des rapports suggèrent qu'un ancien garde du corps de Didi est désormais sous protection des témoins. Il serait en possession de la liste des invités d'au moins 5 fêtes à accès restreint organisées dans des propriétés en Géorgie, à Miami et dans une villa aux îles Turques et Caïques. Et ce n'est pas tout. Un courriel interne d'une grande maison de disques, divulgué, a révélé des liens financiers flous entre Didi et une chaîne d'organisations caritatives liées à l'art, qui avait auparavant parrainé des programmes d'échanges culturels internationaux. Les enquêteurs soupçonnent que certains de ces programmes ont pu être exploités pour recruter ou contrôler des victimes. À mesure que les pièces du puzzle se mettent en place, le tableau complet se dessine. Il ne s'agit plus d'un scandale personnel. Il s'agit d'un système, d'une structure clandestine protégée par l'argent, la célébrité et le silence. Les noms oubliés sont désormais au cœur d'une enquête historique. Et si justice est vraiment rendue, ceux qui ont autrefois dominé le monde seront contraints de s'incliner devant la lumière de la vérité. Troisième partie, le coup de fil retentissant et les dernières pièces du puzzle. 2 jours après la publication par le FBI des résultats préliminaires de l'enquête médico-légale menée au sous-sol de la maison de Janice Combs, un appel téléphonique mystérieux de moins de 4 minutes, entre un téléphone satellite et le représentant légal de Didi, a réorienté l'enquête. La voix de Didi n'était pas présente, mais les paroles de l'homme sur l'enregistrement ont suffi à glacer le sang des autorités fédérales. Avant, on gardait tout secret. S'il parle, d'autres personnes mourront. L'enregistrement a été immédiatement crypté et classé secret défense. Mais la nouvelle de son existence a fuité, et le public a commencé à se demander si Didi était manipulé, ou s'il n'était que la partie émergée d'un iceberg bien plus sombre. Le jour même, un agent fédéral de la brigade criminelle a été muté de Chicago à New York pour prendre la tête de l'enquête. Il s'appelait Ruben Tate, connu pour avoir démasqué la mafia de l'industrie du divertissement. Tate avait déjà mené avec succès une opération visant à démanteler le réseau de blanchiment d'argent d'une grande maison de disques de la côte ouest en 2017. Cette fois, il est arrivé avec une équipe spécialisée, chargée de révéler les liens entre les célébrités, la politique et les systèmes financiers clandestins. Toutes les pistes menaient à un lieu précis, une propriété privée aux Bahamas, appartenant à une société offshore enregistrée au nom d'un homme ayant organisé les tournées de Didi entre 2006 et 2009. D'après les données satellites, le site avait accueilli des dizaines d'atterrissages inopinés de jets privés, à des heures en dehors des plages horaires habituelles des vols commerciaux. Les initiés du secteur chuchotaient depuis longtemps l'existence d'une prétendue deuxième île, réservée à l'élite du divertissement, mais personne n'osait en vérifier l'existence, jusqu'à ce que le FBI obtienne des images satellites montrant des structures ressemblant à des studios de cinéma clandestins. Des preuves photographiques ont révélé une statue à tête de lion placée au centre d'une clairière de l'île, un détail étrangement identique à un tatouage dans le dos d'une célébrité autrefois proche de Didi, aujourd'hui disparue de la vie publique depuis 2021, après avoir supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Les théories du complot ont commencé à circuler, mais le FBI ne s'est pas intéressé aux rumeurs. Il a suivi la piste de l'argent. Un relevé bancaire suisse, envoyé anonymement à l'équipe d'enquête, a révélé que plus de 11 millions de dollars étaient régulièrement retirés via des portefeuilles de crypto-monnaies, puis encaissés anonymement dans des distributeurs automatiques de billets situés dans 3 pays, la République dominicaine, le Nigeria et Malte. Le détail troublant était que le compte avait été ouvert avec le passeport d'un homme que l'on croyait mort, un danseur ayant participé au spectacle de Didi en 2012. À mesure que les derniers éléments s'assemblaient, les contours d'un réseau en boucle fermée commençaient à émerger, location de maisons dans le New Jersey, fausse identité en Afrique, casting de mannequins déguisés, et, au centre de tout cela, nul autre que Didi lui-même, autrefois célébré comme le roi de la culture hip-hop. Puis vint le matin fatidique du 21 juin. Une fuite d'un clip provenant du système de surveillance interne de la prison MDC fit surface. On le vit murmurer sans interruption pendant 47 minutes, le regard vide, le visage marqué par la tension et le manque de sommeil. L'enregistrement n'avait pas de son, mais ses lèvres racontaient une histoire que les experts ne pouvaient ignorer. Selon un analyste indépendant, Didi répétait sans cesse la même phrase, « Mon fils, ne les laissez pas prendre maman ». Ce n'était pas la voix d'un homme qui se battait contre des accusations. C'était soit un avertissement, soit une supplication. Les analystes commencèrent alors à reformuler l'ensemble des questions. L'objectif de l'enquête s'est élargi,
dépassant désormais les seules accusations criminelles. Elle se concentre désormais sur l'architecture secrète d'un empire de la culture pop autrefois glorifié par Hollywood. Quatrième partie, des visages qui ne peuvent plus rester cachés. Moins de 48 heures après la fuite de la vidéo de Diddy en prison, où il murmurait en transe pendant près d'une heure, répétant la phrase « Ne les laissez pas prendre maman », la tempête médiatique a submergé les gros titres chaque matin. Mais ailleurs, loin des tribunaux fédéraux et de l'indignation publique, une série d'individus autrefois considérés comme non impliqués ont commencé à émerger. Le premier fut Quincy Taylor Brown, le fils adoptif de Diddy, souvent vu à la télévision avec une image intellectuelle raffinée, et resté à l'écart du tumulte de la scène hip-hop. Pendant plus d'un an, Quincy était resté absent des réseaux sociaux, loin des projecteurs, et n'avait fait aucune déclaration concernant les démêlés judiciaires de son parrain. Cependant, des informations internes au FBI ont révélé que Quincy possédait un vieux BlackBerry que l'on croyait détruit, mais qui existait encore. Ce téléphone a été saisi à 3h27 du matin lors d'une perquisition discrète dans un garde-meuble loué sous le nom d'un intermédiaire, un ancien assistant de production de Diddy en 2010. Les données extraites de cet appareil obsolète ont contraint toute l'équipe d'enquête à s'arrêter et à vérifier 3 fois son contenu avant de le sceller comme preuve. Des centaines de messages cryptés, des images d'événements présumés confidentiels, et une série d'enregistrements audio ont été découverts, incluant les cris d'une femme appelant à l'aide, la voix d'un homme ordonnant « verrouiller la porte » et le murmure essoufflé de Quincy. La situation dégénérait. Mais ces fichiers ne s'arrêtaient pas là. Le FBI a ensuite élargi son enquête à 2 personnalités longtemps célébrées comme alliés culturels de Diddy, Oprah Winfrey et Ellen DeGeneres. Oprah, qui avait autrefois mené le mouvement « Admettre tout », avec ses déclarations percutantes à l'antenne, est restée totalement silencieuse sur les allégations portées contre Diddy depuis 6 mois. Ellen, dont le talk show attirait autrefois plus de 20 millions de téléspectateurs, a soudainement déménagé à l'étranger et fermé son studio de Los Angeles du jour au lendemain. Un ancien employé d'Ellen, s'exprimant anonymement auprès d'un journal local, a déclaré « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais quelqu'un m'a dit un jour qu'elle avait conservé un contrat manuscrit avec Diddy, un document que personne d'autre n'avait le droit de consulter. » Alors que le public posait de plus en plus de questions, l'équipe d'enquête a émis des assignations à comparaître d'urgence contre 3 personnes ayant assisté aux after-parties des Grammy Awards de Diddy. L'une d'elles, un créateur de mode renommé ayant collaboré avec Kanye West, était introuvable depuis le début du mois. Lorsque le FBI s'est rendu à sa résidence de Manhattan, l'appartement était vide. Toutes les caméras de surveillance avaient été démontées, et la dernière trace connue de lui était une photo le montrant partant pour Monaco avec un passeport diplomatique délivré par un pays d'Amérique centrale. Dans la salle d'enquête du FBI, des cartes réseau encombraient les tableaux blancs, reliant Diddy à un réseau tentaculaire d'entreprises de médias, de fondations caritatives, de fonds d'investissement immobilier et de studios de production indépendants. Mais ce qui attira le plus l'attention fut une piste financière, découverte par l'agent fédéral Ruben Tate, enquêteur principal, un transfert de 2,8 millions de dollars, allant d'une société d'investissement aux Bahamas à un studio de post-production à Vancouver, au Canada. Ce studio avait travaillé sur des clips de Diddy, mais avait aussi recruté des acteurs amateurs via Craigslist, une pratique inhabituelle dans le milieu. Parallèlement, un enregistrement audio a été extrait d'un microphone dissimulé dans la maison d'enfance de Diddy, à Harlem. L'enregistrement captait une conversation entre 2 hommes, l'un mentionnant Quincy par son nom avec cette phrase « Il en sait plus qu'on ne le pensait ». Une analyse vocale préliminaire a suggéré que l'un des interlocuteurs correspondait à la voix d'un assistant juridique ayant défendu Diddy lors de son procès en 2018. Cette révélation a contraint Quincy à témoigner devant un grand jury fédéral mercredi matin, sous haute protection. Il n'a été inculpé d'aucun crime, mais son apparition a provoqué une onde de choc. Le fils adoptif détenait-il la clé pour tout démêler? Ou bien Quincy était-il le lien même que Diddy tentait de protéger avec son regard hanté, à l'intérieur du centre de détention? Pendant le huis clos de l'audience à domicile, qui a duré plus de 6 heures, aucun enregistrement n'a été autorisé et personne n'a été admis à l'intérieur. Cependant, un avocat présent lors de l'interrogatoire a divulgué des informations à la presse. Quincy a non seulement coopéré, mais a également remis plusieurs fichiers audio datant de 2016, mettant en scène plusieurs chanteurs, producteurs de musique et un ancien employé du gouvernement fédéral. Cette nuit-là, le hashtag Quincy sait tout est devenu numéro 1 sur Twitter. Les médias internationaux se sont mobilisés. De grands cabinets d'avocats ont commencé à rayer Diddy de leur liste de clients. L'ensemble de la machine à dissimuler s'est lentement, mais sûrement, effondré.
Et ceux que l'on croyait intouchables n'avaient plus nulle part où se cacher. Cinquième partie, le rideau de la tromperie. Quand le protecteur devient complice. Au rez-de-chaussée du siège du FBI à Manhattan, une réunion confidentielle de haute sécurité a été convoquée. La discussion ne portait plus uniquement sur Didi, elle avait pris une dimension plus sombre et plus dangereuse. Les personnes qui le soutenaient avaient dissimulé et orchestré une machine de pouvoir lui ayant permis d'échapper à la justice pendant plus de 2 décennies. Ce n'était plus l'histoire d'un artiste déchu, c'était un écosystème. Des complices si méticuleusement organisés que chaque faux pas semblait avoir été anticipé. La réunion a débuté par une série d'images présentées par l'agent Ruben Tate. Parmi elles figuraient les noms de 3 cabinets d'avocats, 2 cabinets comptables, et une prétendue équipe de communication médiatique. En réalité, il s'agissait d'une agence de relations publiques sophistiquée, conçue pour influencer l'opinion publique. Mais le plus choquant était la liste d'anciens agents des forces de l'ordre ayant travaillé pour des fondations, amis, liés à des antécédents douteux. Parmi eux, un ancien procureur qui avait refusé d'inculper Didi en 2009, et qui dirige aujourd'hui une association caritative finançant des programmes artistiques pour mineurs dans le Bronx, organisation ayant récemment reçu 1,2 million de dollars d'une filiale de Combs Enterprises. Simultanément, un document top secret a été transmis à l'équipe d'enquêteurs, provenant d'une source anonyme issue d'un grand cabinet d'avocats de Midtown. Il s'agissait d'un accord de confidentialité signé en 2012 par Didi, Ellen DeGeneres et un cadre de Netflix, conservé dans un coffre-fort biométrique crypté. Cet accord est censé régler un scandale de production télévisuelle impliquant un mineur, et pourrait ébranler toute l'industrie du divertissement en cas de fuite. Le FBI a alors lancé une évaluation des risques de protection des témoins de niveau 1, un protocole jamais mis en œuvre dans des affaires civiles impliquant des célébrités au cours de la dernière décennie. À Washington, la commission de surveillance exécutive du Sénat a commencé à exiger des relevés bancaires des personnes impliquées. 2 virements inhabituels, de plus de 3 millions de dollars chacun, ont été retracés depuis un compte au nom de la mère de Didi, vers un groupe de défense juridique affilié à l'Union américaine pour les libertés civiles, ACLU. Cela a soulevé des soupçons. Les protections juridiques entourant Didi allaient-elles au-delà de simples services contractuels? Représentait-elle une alliance stratégiquement entretenue et réinvestie, canalisée à travers les multiples strates de son empire? Pendant ce temps, l'ancien garde du corps de Didi, Marcus Block Williams, disparu des radars médiatiques depuis 2014 et réapparu au bureau du FBI de l'Est du New Jersey, exigeant l'immunité en échange de la vérité. Sa déclaration de 37 pages décrit un nettoyage des lieux en 2007, quelques heures seulement après qu'une jeune femme a dévalé les escaliers de la demeure privée de Didi. Sa disparition n'a jamais été signalée. Aucun dossier hospitalier n'existe. Selon Marcus, elle a été placée dans une ambulance sans gyrophare ni sirène, et n'est jamais revenue. Puis, comme si un effet domino s'était déclenché, d'anciens assistants ont commencé à faire des déclarations glaçantes. L'assistante de production vidéo, JL, a remis un disque dur externe contenant 17 vidéos de fêtes privées, dont certaines mettaient en scène des célébrités qui ignoraient être filmées. Au moins 3 extraits montraient des visages de femmes volontairement floutés. Le FBI tente actuellement d'identifier l'une d'entre elles. Parallèlement, un compte fantôme au nom de T. Johnson, utilisé pour financer des services de post-production numérique, a été retracé jusqu'à une société écran basée dans le comté de Nassau, dirigée par un ancien conseiller juridique de l'État de New York. Cet individu a depuis été suspendu. Chaque élément de preuve ne formait plus un fragment isolé. C'était une brique de plus dans un mur bâti au fil des ans pour protéger un empire en déclin, où la justice était continuellement repoussée par l'argent, la réputation et l'intimidation. Mais ce système commençait à se fissurer. Et derrière les accords confidentiels, les vétos de non-poursuite et les déclarations scénarisées aux médias, une question brûlante demeurait. Combien de personnes ont vu, savaient, ou ont été menacées mais ont choisi de garder le silence? 6e partie, une culture qui se corrode. Alors que l'équipe médico-légale poursuivait ses fouilles sous le sol en béton de la maison ayant appartenu à la mère de Didi à Mount Vernon, ce qu'ils découvrirent ne relevait plus de la spéculation, mais d'une réalité terrifiante, enfouie depuis des années. 6 squelettes étaient profondément enterrés, enfermés dans du ciment renforcé par des barres d'armature, une méthode que seuls ceux ayant investi dans des maisons insonorisées pouvaient maîtriser. L'un d'eux portait encore des liens en corde, des mèches de cheveux effilochés, et un fragment de tissu d'un uniforme non daté. Un autre tenait encore un bracelet d'identification médicale portant le nom d'un centre de réadaptation de Brooklyn, un établissement fermé en 2006, après avoir été impliqué dans un scandale d'abus de gang. Ces traces,
accompagnés des restes calcinés de caméras, de micros et de vieux disques durs, ont amené les enquêteurs à conclure qu'il ne s'agissait pas d'un simple bunker, c'était une scène de crime méticuleusement orchestrée. Un enregistrement audio extrait d'un support endommagé a été restauré par l'unité numérique spéciale du FBI. L'enregistrement dure moins de 2 minutes, mais a laissé toute l'unité anti-traite sans voix. Une voix masculine y murmure d'un ton rauque, accompagné de bruits d'eau, de cordes, de frottements contre le ciment, et de chuchotements répétés. « Je ne veux pas. Je leur ai dit. Je ne veux pas retourner en arrière. M'a-t-il forcé? M'a-t-il forcé ?» Le son s'interrompt brusquement dans un bruit sourd, comme un enregistreur qu'on éteint, puis le silence s'installe. Le porte-parole du FBI a confirmé que l'appareil avait été retrouvé dans le mortier, près des restes, et qu'il s'agissait probablement d'une preuve jamais divulguée ou délibérément effacée. Mais quelque chose d'encore plus effrayant subsistait, une phrase était gravée dans le mur de briques de droite, si profondément qu'une partie du mortier s'est effondrée. « Dis à ma mère que j'ai essayé. » Ce seul message a fait plus que tirer des larmes aux enquêteurs, il a contraint l'ensemble du système fédéral à se demander à nouveau. Qui a laissé cela se produire? Qui a été payé pour ne pas regarder? Et pourquoi tout le monde a-t-il choisi le silence? Alors que le FBI se prépare à porter l'affaire au niveau fédéral, le ministère de la Justice s'est discrètement associé à Interpol pour auditer les transactions financières de 2004 à 2016. Ils ont découvert une chaîne de fonds circulant depuis des comptes anonymes vers des centres de désintoxication et des formations artistiques, centres et diverses associations caritatives ayant collaboré avec Comb Enterprises. Par coïncidence, la plupart de ces centres ont fermé leurs portes, ont fait l'objet de poursuites judiciaires ou ont disparu sans laisser de traces. Un rapport interne du ministère de la Justice a révélé qu'au moins 13 propriétés ayant appartenu à des entités affiliées à Diddy ont été vendues à des prix symboliques dans les 90 jours suivant les disparitions signalées en Floride, au Nevada et en Pennsylvanie. Les soupçons se sont cristallisés, il ne s'agit plus d'une activité criminelle individuelle, mais d'une structure institutionnelle. À Washington, D.C., une équipe spéciale de procureurs a été constituée sous la direction du procureur du district et de New York, connu pour avoir démantelé les réseaux de trafic de NX-14M et d'Epstein. Lors d'une brève conférence de presse, le porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: « Nous traitons cette affaire comme une entreprise criminelle entièrement financée, protégée par de puissantes forces médiatiques, financières et politiques. » L'équipe juridique de Diddy a immédiatement demandé la mise sous scellé des dossiers, invoquant un préjudice pour le procès en cours. Mais lorsque le juge a rejeté leur demande, invoquant l'intérêt public comme prévalant sur la vie privée de l'accusé, le dossier a commencé à être divulgué, pièce par pièce, détail par détail. Y compris les témoignages de personnes autrefois réduites au silence. Une femme, témoin anonyme, a raconté avoir été retenue dans ce sous-sol pendant 3 jours après une fête à Manhattan. Elle a rapporté: « On m'a dit que je n'avais pas le droit de sortir. Puis un homme est descendu. Je ne pouvais pas voir son visage, mais j'ai entendu du rap sur son téléphone. C'était la musique de Diddy. » Elle a ajouté: « Quand j'ai crié, ils ne m'ont pas bâillonné. Ils ont juste monté le son. » Une analyse audio-médico-légale du FBI a confirmé que les murs du sous-sol avaient été conçus pour produire des effets de réverbération couramment utilisés dans les studios d'enregistrement. Le plus choquant était peut-être la liste des personnes protégées, reconstituée numériquement à partir de documents déchiquetés. Elle comprenait au moins 12 personnalités, une star du sport, 2 politiciens d'État et 3 producteurs de musique nominés aux Grammy Awards, tous répertoriés sous des codes de paiement, avec une gestion sécurisée des contacts urgents via une ligne prioritaire. Il s'agit de la première preuve suggérant l'existence d'une ou plusieurs conspirations entretenues depuis près de 2 décennies. Mais tout le monde n'a pas choisi le silence. Un ancien assistant, qui travaillait au domicile de la mère de Diddy, s'est manifesté. Il affirme avoir vu de lourdes boîtes scellées, sans étiquette, être transférées du sous-sol à un camion, de nuit. Il a déclaré avoir été licencié après avoir posé une simple question. Est-ce du matériel de musique? Et n'a jamais reçu son dernier salaire. Il a confié: « J'ai dit que j'allais parler. On m'a donné une montre Rolex et une enveloppe sur laquelle était écrit « Ne le fais pas ». C'est tout ?» Dans une enquête récente menée par le Media Justice Institute, 68% des Américains ont déclaré plaider non coupable d'accusations similaires. Mais 74% ont soutenu la publication de la liste complète des personnes ayant signé des accords de confidentialité avec des entités affiliées à Diddy, quelle que soit leur notoriété. Ce changement d'opinion publique dépasse le simple choc médiatique.
Il met en garde l'ensemble de l'industrie du divertissement. Le public ne permettra plus au grand nom de se cacher derrière des façades de succès et de philanthropie. Et si les témoignages perdurent, si les enregistrements audio et les images ne suffisent pas à démanteler la forteresse de platine et de trophées, alors la colère froide et résolue de la victime, non plus silencieuse mais désormais vocale, le fera. Car maintenant que le sous-sol a été découvert, que les corps ont été exhumés et que les masques de la tromperie sont tombés, la seule chose qui reste à Didi et que l'argent ne peut acheter, c'est le pardon. Au moment de la rédaction de cet article, la maison de la mère de Didi est toujours sous scellé. Les examens médico-légaux sont en cours, et ceux qui étaient restés silencieux commencent à parler, un à un. Ce qui reposait sous ce sol n'était pas seulement des os. C'était la mémoire, une douleur oubliée, et l'épreuve d'un système qui a laissé le pouvoir éclipser la justice pendant bien trop longtemps. Et si ces restes pouvaient parler, ils ne crieraient peut-être pas. Ils murmureraient. Quelqu'un est enfin venu nous déterrer. Nous assistons à un moment rare. Un moment où les médias, la loi et la vérité sont du même côté. Mais la question demeure. Cet outrage perdurera-t-il? Ou s'estompera-t-il comme tant d'éphémères tempêtes morales avant lui? Si vous vous êtes déjà interrogé, si vous avez eu des doutes. Si quelque chose vous semble anormal depuis des années sans que personne ne puisse vous expliquer pourquoi. Alors c'est le moment de parler. Partagez votre opinion ci-dessous. Ne vous contentez pas de dire que vous vous en souciez. Montrez que vous écoutez. Et si vous croyez que la vérité mérite d'être révélée, partagez cette histoire.